Bonjour à tous. Alors, je vais vous demander d'accueillir Delphine de l'équipe de DHL, Nicolas de 1001 Hobby, donc ce sera simple pour retenir les prénoms, et on a également Julien qui nous rejoint pour cette table ronde. De DHL également. Alors, pour vous donner un peu plus de contexte, pourquoi ce sujet, on a eu l'occasion d'étudier un petit peu le e-commerce en France, côté PrestaShop, et surtout d'interroger plus de 800 marchands. Ce qu'on a pu constater, c'est que plus des 2 tiers des marchands vendent à l'international, mais ça représente que 11% de leur chiffre d'affaires. Donc on a une vraie velléité à aller à l'international. Néanmoins, ce n'est pas aujourd'hui sur ces marchés-là, donc en dehors de la France, que le gros du chiffre d'affaires se fait. L'idée de ce tour de table, c'est vraiment de creuser de façon très opérationnelle cette question-là. Et donc, je vais d'abord poser quelques questions à Nicolas. Nicolas, déjà, est-ce que tu peux te présenter et donner un peu plus de contexte par rapport à 1001 Hobby? Tu as ton micro juste là. Ah. Oui, donc Nicolas Beauvillier, donc je suis le créateur d'une société qui s'appelle 1001 Hobby, qui s'appelait avant 1001 Maquettes. On est le méga store en ligne pour les hobbies et passions des grands, donc spécialiste du e-commerce, de maquettes, modèles réduits, drones, mais également figurines, jeux de société, puzzles, etc. Euh, quand j'ai créé l'entreprise il y a une dizaine d'années, dès le départ, j'avais fait le constat que ça allait être une activité de niche et que donc il fallait dès le départ ratisser assez large en termes de clientèle et donc concevoir le business dès le départ comme international. Donc aujourd'hui, on fait environ presque 50% de nos ventes à l'international, tout étant expédié depuis la France. Et quand tu dis international, ça correspond à quelle zone géographique? Europe, États-Unis, Latam? C'est essentiellement donc sur les 50% de notre business en dehors de France, c'est 35% Europe, 10% États-Unis et 5% reste du monde. Et dans quel ordre tu as lancé les différents pays? Est-ce que c'est par rapport à Google Analytics et le trafic qui venait sur ton site que tu t'es décidé, ou c'est des études de marché? Enfin, comment s'est fait ce choix? C'est des études de marché d'une petite société, donc ça se fait sur un coin de table en une demi-heure. Mais oui, le rationnel, c'était d'aller plutôt par cercle concentrique. Donc on a commencé par faire l'Allemagne, parce que c'est quand même le plus simple en termes de logistique. Puis le Royaume-Uni, Benelux, États-Unis en même temps pour des questions linguistiques avec le Royaume-Uni, puis Europe du Sud. Et quels sont les freins que tu vois, toi, justement, gérant d'une PME, quand tu attaques ce sujet-là? Est-ce que tu te dis, OK, j'ai pas beaucoup de matière, enfin, pour faire mes études de marché, donc bon, je vais voir soit le nombre de sites concurrents qu'il peut y avoir, comment ils sont faits, enfin, comment tu t'y es pris justement sur ton coin de table en une demi-heure pour décider de quel marché attaquer? Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a d'une part le fait de pouvoir accéder au marché en termes d'expédition, par exemple, ou de mode de paiement, de douane, etc. Donc, nous, on est sur des produits qui sont souvent assez volumineux, en tout cas de taille extrêmement variable. Donc, il y a des problématiques de poids volumétrique. On ne peut pas faire n'importe quoi et se dire on ouvre un pays, on verra bien, parce que ça peut vite être pas du tout rentable pour des questions logistiques. Ensuite, il y avait la question du service client, de la possibilité d'avoir une relation client dans la langue du client depuis la France. Donc on a privilégié les destinations autour de l'Europe, enfin autour de la France, hein, ou les destinations anglophones. Alors, pour les néo-marchands, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le poids volumétrique? Oui, alors le poids volumétrique, eh bien, si vous expédiez un colis qui fait par exemple 1 kg, si c'est 1 kg de livres très denses, c'est pas du tout la même chose que si c'est 1 kg de plumes qui va faire potentiellement 50 cm par 30 cm par 20 cm. Donc les transporteurs, pour de plus en plus, appliquent le poids volumétrique et vont considérer que vous payez non pas au poids du colis, mais au volume du colis. Ce qui veut dire que vous avez intérêt à soit vendre des produits de petite taille, et en tout cas de faire attention à avoir des emballages le plus près du corps, le plus près du produit, puisque concrètement, poids volumétrique, vous payez le vide. Quand tu lances un pays, quel est l'impact sur ta chaîne logistique? Alors déjà, enfin, même de façon rétrospective, est-ce que tu gères toi-même ta logistique depuis ton entreprise? Est-ce que tu as externalisé ta logistique et comment, au final, tu lances un pays d'un point de vue logistique?
Alors notre logistique est entièrement externalisée chez un partenaire logistique qui est en France, une société indépendante. C'est le deuxième auquel on fait appel. On a changé l'année dernière. Et lui-même est interfacé avec un certain nombre de transporteurs euh, qui nous permettent d'avoir une palette d'offres transport assez large et donc de pouvoir jongler selon les pays entre différents transporteurs. C'est quelque chose d'extrêmement important puisque selon les transporteurs, selon les transporteurs vont être plus ou moins compétitifs. Un transporteur A peut être très compétitif sur un pays, pas du tout sur un autre, ou très compétitif sur une tranche de poids, mais pas sur une autre, etc. Donc on est en permanence à faire des calculs savants pour savoir, en fonction du colis, du poids du produit, de son volume, etc., quel transporteur on va choisir. Et avant de passer la parole à Delphine, quels sont les points d'intention quand tu lances un marché? Tu m'as parlé, par exemple, enfin tu nous as parlé, excusez-moi, on n'est pas tout seul, mais tu nous as parlé du support. Comment tu lances ton pays? Est-ce que tu recrutes d'abord quelqu'un au support, tu le formes aux différents produits que vous vendez? Une fois que cette personne-là est recrutée, alors déjà, est-ce qu'elle est recrutée ou est-ce que c'est un freelance? Qu'est-ce que tu vas voir avec ton logisticien? Enfin, quelle est la séquence, quel est le process pour y arriver? Alors, bon, ça remonte à quelques années, puisque ça fait quelques années qu'on n'a pas lancé de nouveaux pays, mais ce que l'on a fait généralement, c'est que l'on a fait appel d'abord à une agence de traduction pour traduire la structure du site, donc les catégories, les textes clés du site. Ensuite, on a fait appel généralement à un ou plusieurs stagiaires, typiquement stagiaires Erasmus en échange, natifs venant 4 mois, 6 mois chez nous à Paris, parce que nos bureaux sont à Paris. Et voilà. Donc on n'a pas voulu externaliser le service client pour des raisons de coût essentiellement, de compétitivité. Et puis on va également généralement tabler sur des personnes en interne qui sont multilingues. Soit multilingues, soit généralement bilingues, trilingues, et qui vont également gérer d'autres langues avec du chat par exemple, des outils de traduction automatisés, etc. Ok. Alors, je vais te demander de passer le micro à Delphine. Delphine, côté DHL, pour vous, c'est quoi les must-have pour se lancer en e-commerce à l'international? Alors Nicolas, on a parlé en fait, déjà c'est la base, hein, et c'est aussi pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, c'est avoir un site, hein, et un site optimisé. Chez DHL, avec aujourd'hui l'expérience que l'on a dans la livraison du B2C, hein, puisqu'on a grosso modo un envoi sur deux qui est livré aussi bien en France qu'à l'étranger en B2C. On a établi ce qu'on appelle un bilan de santé d'un site web, hein, une checklist de 10 questions. Et on se dit, en fait, si un site web est en capacité de répondre à ces 10 questions, a priori, il est optimisé, hein, pour partir à l'étranger. Alors, les 10 questions vont être, effectivement, est-ce que le site est traduit? Est-ce que je mets la bonne devise? Des questions autour du transporteur. Hein. Est-ce que quand j'arrive sur ma home page, je vois que je peux être livré depuis l'étranger? Hein. Ça, c'est très important pour éviter les taux de rebond, quoi. Des questions autour des droits et taxes. Enfin voilà, on a cette série de 10 questions, hein, voilà, qu'il est intéressant de passer en revue. Hein. Donc vraiment la partie, hein, déjà, voilà, mon site, est-ce qu'il est optimisé? Hein. Ensuite, hein, est-ce qu'il s'intègre, hein, à mes différents prestataires? Hein. Et là, en fait, ça peut être de l'intégration pour du paiement, ça va être de l'intégration pour du transport. Hein. On va aussi, hein, devoir penser, hein, à des solutions opérationnelles. Hein. C'est primordial lorsqu'on livre du B2C. On doit penser, on doit écouter déjà son consommateur, hein, et il va vous dire en fait, moi je veux de la flexibilité. Hein. Et là-dessus, en fait, les transporteurs se doivent de s'adapter, hein, pour répondre à ce besoin en offrant des solutions du dernier kilomètre, hein, des solutions en livraison, par exemple à un point de service, livraison à un voisin. Chez DHL, on a comme ça une panoplie de 6 options que l'on va pouvoir proposer aux destinataires. Hein. Et puis Nicolas en a parlé aussi, et ça c'est très très important, c'est aussi se pencher sur la connaissance en fait, hein, des pays, hein, que l'on va vouloir adresser. Hein. Donc ça c'est très très important, et il y a effectivement différentes stratégies. Hein. Il y a des e-commerçants qui vont choisir, hein, d'aller dans tel ou tel pays, donc ils vont vraiment étudier, parce que dans des pays on va avoir des modes de consommation qui vont être différents, on va peut-être acheter des produits différents, quoi. Donc ça c'est vraiment voilà, quelque chose qu'il faut avoir, prendre conscience en tout cas dès le début du parcours. Hein.
Et puis ne pas fermer aussi la porte à l'export opportuniste. Dès qu'on est en ligne, on est visible. Et effectivement, si le site est traduit, on peut avoir des commandes qui finalement arrivent des quatre coins du monde. Donc aussi s'attendre à cela. Et une dernière chose, tu en as parlé Nicolas, donc l'autre Nicolas, c'est la partie data. Et la partie data est très très importante. Chez DHL, on travaille avec un partenaire notamment qui s'appelle SimilarWeb et qui va permettre en fait, comme un Google Analytics va le faire, de regarder en fait et d'analyser le trafic d'un site. Et par exemple, nous chez DHL, il y a une partie qu'on aime beaucoup, c'est la partie géographie. Et c'est toujours intéressant en fait de se dire, voilà, j'ai eu par exemple 800 connexions d'Allemagne le mois dernier. Est-ce qu'aujourd'hui j'adresse l'Allemagne? Donc voilà, les 4 points en fait vont vraiment être des points d'intégration informatique, opérationnelle, de la connaissance locale et puis bien sûr de l'analyse digitale. Et justement sur la partie connaissance locale, est-ce qu'il y a des différences entre les consommateurs, on va dire français, allemands? On parle notamment de la partie écologique qui remonte de plus en plus. Est-ce qu'on voit par exemple qu'en Allemagne, il y a une vraie considération là-dessus et donc vous avez un volume d'envoi éco-responsable qui est beaucoup plus fort? Quelles sont les grosses tendances d'un point de vue consommateur en Europe? Alors, on ne va pas le faire pays par pays parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Effectivement. Les habitudes de consommation sont très très différentes. On ne va pas faire par pays, mais juste des grands... en France, à 81% chez DHL, les demandes de livraison vont se faire via des points de service. D'accord. Aux États-Unis, 93% des livraisons, on va les faire sans signature parce que les consommateurs ont demandé à être livrés sans signature. Donc effectivement, en fonction des marchés, des modes de consommation qui vont être différents. Ça, c'est vraiment d'un point de vue opérationnel. Après, d'un point de vue produit aussi, les consommateurs ne vont pas rechercher les mêmes. Si on vise l'Asie, en Asie, en fait, notamment en Chine, on va avoir beaucoup de recherches de marques, de produits made in France. Si on vise plutôt les pays nordiques, alors là, il va plutôt falloir proposer des produits, effectivement, avec peut-être un côté un peu plus éco-responsable. Et du coup, parce qu'il y avait vraiment 3 points dans cette question, ouais, c'est une vraie préoccupation, mais c'est une préoccupation pour le coup globale au niveau de DHL, puisque le groupe a un objectif très très ambitieux pour un transporteur de 0 émission à l'horizon 2050. D'accord. Donc pour cela, en fait, il y a plein de leviers. Et dans les leviers, alors c'est verdir effectivement notre flotte, aussi bien d'avions que de véhicules électriques. On a des villes qui sont livrées 100% en électrique. Et puis c'est aussi pour le dernier kilomètre des solutions collaboratives où on va travailler avec des sociétés comme Urbit, U2U. Enfin voilà, on va faire la livraison à vélo, à pied, pour répondre aux demandes des consommateurs locaux. On va toujours développer les solutions en fonction des besoins locaux. Et on va parler d'Amazon quelques instants. Amazon a vraiment révolutionné toute la partie logistique et les délais. Comment, côté DHL, vous êtes adapté à ça? Parce que pour le coup, maintenant, ça devient une convention de livrer en 24-48 heures. Je ne sais pas, côté service client de Nicolas, est-ce que toi, tu as des remontées là-dessus? Oui, bien sûr, les clients sont de plus en plus exigeants. Ensuite, moi, je relativise un petit peu l'attente de rapidité. Enfin, en tout cas, nous, on est sur des produits plutôt que sur des produits loisirs, des produits liés à une certaine forme de patience. Donc on fait ce qu'on peut, mais de toute façon, il n'est pas question de rivaliser avec Amazon. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Enfin, il faut changer de métier. Il faut rivaliser sur les produits, essayer d'avoir des produits exclusifs, des services additionnels, de la relation client, une marque forte. Mais rivaliser avec le service, la rapidité d'Amazon, c'est rigoureusement impossible. Donc on se bat sur d'autres tableaux. Ensuite, bien sûr, le standard minimum a changé. Donc nous, par exemple, il y a encore quelques années, on utilisait des solutions parfois sans numéro de suivi. Ça, on a arrêté, par exemple, parce que ça nous revenait finalement trop cher en termes de colis n'arrivant pas et pour lesquels on n'avait pas de preuve de livraison et du coup de clients à rembourser. De la même manière, on va essayer tous les transporteurs ont également progressé. On travaille avec différentes solutions, on travaille avec DHL parfois, on travaille également avec des solutions type Delivengo qui ont un service qui est assez rapide et qui a gagné des jours de livraison depuis 2-3 ans. Donc tout le monde se met la pression pour accélérer. Et comment justement DHL s'est adapté à ce nouveau standard qui a été imposé par Amazon? Enfin, quel a été l'impact sur vos chaînes de production? Enfin, comment vous arrivez justement à proposer aux marchands
final ces mêmes expériences qu'on retrouve chez Amazon. Alors, DHL, en fait, a finalement toujours livré en express, puisque c'est vraiment notre ADN, notre cœur de métier. Et effectivement, en fait, Amazon a dicté de nouvelles règles. Et là, on n'était plus sur de l'express, mais sur de l'immédiateté, pardon, où la livraison, voilà, notamment sous 1 heure, ça, on ne va pas là-dessus. En fait, en écoutant le consommateur, effectivement, a un besoin d'urgence, mais jusqu'à quel point, en fait. Et ça, c'est toujours vraiment intéressant, c'est... écoutez votre consommateur et offrez-lui le transport qui correspond. Et en fait, aujourd'hui, il y a une prise de conscience des consommateurs que s'ils achètent sur un site particulier, bien évidemment, ils n'auront pas un même niveau de livraison que celui qui sera offert par Amazon. Donc le consommateur aujourd'hui a aussi évolué face à cette donne et est très très conscient en fait du niveau de service qu'il va avoir en fonction du site qu'il va acheter. Et derrière, c'est aussi je pense, des démarches de consommateurs qui vont souhaiter peut-être privilégier l'achat sur des petits sites ou sur d'énormes marketplaces. Il y a effectivement donc peut-être un aspect culturel et puis peut-être malheureusement la Covid a aussi aidé puisqu'on sait que c'était une période sur laquelle il y a eu des problèmes de réappro, il y a eu des vrais délais, il y a eu des vraies frictions côté logistique. De ton côté, Nicolas, est-ce que tu vois que au final, les consommateurs sont peut-être plus tolérants maintenant qu'ils étaient auparavant? Alors, nous, de notre point de vue, les consommateurs ont surtout besoin d'être rassurés et que les promesses soient, dans la mesure du possible, tenues. Donc, si vous affichez que vous livrez le lendemain, que vous ne le faites pas, le client n'est pas content. Si vous dites au client qu'il sera livré dans 1 semaine, si vous tenez votre promesse, le client est content. Donc respecter sa promesse, quoi qu'il arrive. Donc il faut de la transparence. Ensuite, c'est très difficile à gérer parce que quand on est e-commerçant, il y a plein de choses ça dépend des transporteurs, ça dépend des heures de la journée. C'est un métier très complexe. Donc on va plutôt essayer de privilégier des plages de livraison, des intervalles de jours, etc. Ensuite, ce qui a changé pour nous depuis 2 ans, c'est également le fait qu'on va stocker beaucoup plus de produits dans nos entrepôts. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 ans, on avait peut-être 2/3 de nos commandes qui étaient en cross-dock, donc en flux tendu avec nos fournisseurs. Là, aujourd'hui, on s'est passé plutôt à 2/3 de commandes sur stock. Donc on a augmenté nos capacités de stockage et le nombre de références stockées pour pouvoir expédier plus rapidement les clients et également être plus résilient aux problèmes d'approvisionnement de la part de nos fournisseurs. Delphine, on parlait justement de s'adapter. Avec le Brexit, comment vous avez approché le sujet? Est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, côté Angleterre, vraiment un frein, vous, que vous avez vu à l'import, à l'export? Enfin, comment, côté DHL, ça s'est matérialisé? Alors, côté DHL et tout transporteur confondu, il suffisait d'écouter les médias pour voir qu'il y avait une congestion en fait au niveau du trafic. Pour le coup, chez DHL, en fait, ça fait des années qu'on s'y préparait. Donc, on avait grossi nos équipes et notamment nos équipes au niveau des douanes, ce qui nous a permis en fait d'écouler, parce que nous aussi, on a eu un bouchon au mois de janvier, mais finalement, on a réussi à l'écouler assez rapidement et ça s'est retourné finalement en opportunité pour DHL, parce que justement, rapidement, en fait, on a eu des process fluides comme on peut avoir sur nos autres destinations internationales, puisqu'aujourd'hui, finalement, quand on parle de l'Angleterre, il faut aussi le considérer comme du grand international. Bien sûr. Sur la partie opportunité, j'ai passé la main pour le coup à Julien. Tu me disais tout à l'heure en préparation que vous étiez vraiment à l'écoute de marchands. Il y avait la notion de stock et de pouvoir localiser justement du stock un peu partout. Donc il y a un nouveau projet, un nouveau produit côté DHL. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu parce que Avec DHL, plaisir. on sait que vous êtes transporteur, mais vous avez une chaîne de valeur qui est complète, intégrée. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit zoom justement sur la partie EFN? Alors effectivement, DHL couvre tous les métiers de la logistique. DHL Supply Chain couvre la logistique contractuelle, donc on fait l'entreposage aussi. On n'est pas que transporteur. Ce que j'écoute depuis le début, on est capable de proposer une alternative qu'on est en train de mettre en place. On est leader en Europe, on dispose de plusieurs milliers de mètres carrés à travers l'Europe. On est leader en Angleterre et dans toute l'Europe continentale. Et on a à nos dispositions des structures immenses. Et on peut vous accompagner. Comment on peut vous accompagner? Réduire les délais de livraison, réduire les coûts. Comment on peut faire? Effectivement, dès qu'on passe une frontière, il y a de la douane, si on va en Angleterre ou si on vient de Suisse. Comment on peut faire pour réduire ces délais?
c'est relocaliser les stocks, revenir sur la logistique comme elle était auparavant. Aujourd'hui, la logistique d'aujourd'hui, c'est des gros centres de distribution qui distribuent toute l'Europe. Et à partir de ces points de distribution, comme disait monsieur, à partir de la France, ils distribuent toute l'Europe. Mais nous, ce qu'on offre demain aux clients, grâce à IFN, si vous avez au-dessus de 10 000 commandes par an, on vous propose de mettre des nodes, des nœuds. On vous propose d'avoir plusieurs centres de distribution à travers l'Europe. Forcément, les cut-offs vont se retarder. Vous allez disposer des transporteurs locaux et vous allez distribuer plus rapidement avec des délais plus appropriés. Ok, super. Donc un gros concurrent d'Amazon FBA pour le coup. Oui, DHL est une très grosse entreprise. Alors concurrencer Amazon, c'est un grand mot. Nous, on se concentre sur notre expertise logistique, je le répète. On est vraiment des logisticiens. On ne fait pas de marketplace. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est en partenariat avec PrestaShop et on souhaite développer ce partenariat et nous proposer notre expertise logistique. C'est vraiment important de la réception des produits sur notre entrepôt, les stocker, préparer les commandes, les expédier et les distribuer. Ok. Donc ce qui veut dire que demain, je monte mon site de e-commerce, j'ai la capacité, à condition de faire un certain volume de vente, de déporter complètement mon stock chez DHL. En fonction des pays que je souhaite adresser, vous allez faire le dispatch et puis vous occuper du reste. Effectivement, c'est scalable, c'est évolutif. Ça veut dire si on commence par la France, vous avez 10 000 commandes par an en France. On vous propose une solution. 10 000 commandes, c'est le minimum pour qu'il y ait un schéma économique qui tienne la route derrière, parce qu'il y a de l'IT, des systèmes informatiques et de l'intégration. On vous propose aussi un système en full visibility. Ça veut dire que vous avez le WMS, le TMS et les remontées des transporteurs. Vous avez du track and trace pour aussi garantir à votre client final une expérience qui est bonne et qui est demandée aujourd'hui. Où est mon produit et quand? Juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est un WMS et un TMS. Alors, un WMS, c'est un Warehouse Management System et un TMS, c'est un Transport Management System. C'est ce qui permet de remonter l'info, par exemple, à PrestaShop et au site web et de dire, voilà, quel est mon encours de stock, qu'est-ce qui me reste en réserve, où est mon produit, est-ce qu'il est en livraison ou est-ce qu'il a été livré. Sur la partie de déploiement, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que ce service est aujourd'hui disponible en France? Il est en bêta? Enfin, où vous en êtes? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a 30 centres des e-fulfillment à travers l'Europe qui sont ouverts. On en a 3 en Allemagne, 2 en Angleterre, 2 en France, 1 en Espagne, et on est en train d'ouvrir un entrepôt en Pologne. Mais à terme, il y en aura 30. Il y aura au plus proche des bassins de consommation. Donc aujourd'hui, sur la France, ça va parler un peu plus à tout le monde. Aujourd'hui, on est sur l'Orléanais, sur Paris et sur Lyon pour distribuer. À partir de Lyon, on est capable de distribuer avec de très bons cut-offs l'Italie, l'Espagne et le Sud-France, et l'intégralité de la France. Et de Paris, le Nord Europe, on va dire le Benelux, le nord de l'Allemagne, gros bassin de consommation, et Paris. Et sur le fonctionnement, est-ce que vous prenez un fil sur, par exemple, l'arrivage du stock, sur le triage, sur la place occupée dans l'entrepôt? Demain, en gros, si je devais lire ta grille, qu'est-ce que j'y verrais? On est en full transactionnel. Vous payez ce que vous utilisez. C'est-à-dire, je reçois un produit, vous payez le produit réceptionné. Vous stockez un produit, vous payez le produit qui est stocké. J'expédie un produit, vous payez un fee sur le produit expédié et un produit sur la livraison comme les transporteurs. On est sur des contrats beaucoup plus flexibles. Auparavant, les logisticiens du type DHL ou les gros du marché se positionnaient sur des grosses quantités de stock et des contrats sur 3 ans. Nous, on est sur des contrats d'1 an, réactualisables en fonction de l'évolution de votre business. On va parler d'un sujet un peu pénible dans l'e-commerce qui est les retours. Comment vous gérez ça? Les retours, ça se gère très bien. On les gère grâce à nos transporteurs qui nous font les remontées. DHL Express sait très bien faire les retours et nous, on les réintègre dans le système. Là, je veux dire, c'est un peu du spécifique. C'est en fonction du client. On design ce qu'il a besoin. Si on réintègre directement en stock, est-ce qu'on doit faire un check au retour, vérifier que ça n'a pas été ouvert? Voilà, il y a le produit qui a été reçu et retourné par le client mais pas ouvert, donc on le réintègre directement. Le produit qui a été reçu mais ouvert, il faut le repacker. On est capable de vous faire la prestation sans pour autant repartir chez votre fournisseur. Et est-ce qu'on doit le scraper? Des fois, on envoie un iPhone, on a en retour une pomme. Donc là, effectivement, il faut bloquer aussi le remboursement assez rapidement. Donc on fait des retours très rapides pour bloquer le remboursement de la part de nos clients pour leurs clients finaux. J'ai une question pour Nicolas, justement, à ton niveau. Comment tu gères les retours à l'international?
Alors, pour les retours à l'international, il y a plusieurs cas, mais ça va être en partenariat avec les transporteurs. On travaille avec un espèce de grossiste de transport qui fait de l'injection directe avec les différentes postes internationales. Donc, le client espagnol, typiquement, va renvoyer son colis à une adresse, à un hub en Espagne. Ça va revenir chez notre partenaire à Grenoble. Et ça va finir par revenir dans notre entrepôt, avec pour le coup des délais assez longs. Ensuite, dès que le retour est un tout petit peu litigieux, on va demander au client de nous le renvoyer chez nous au bureau pour faire tout ce qui est effectivement contrôle qualité, service après-vente, etc. Ok. Et quelles sont les 2-3 astuces que tu peux donner pour essayer de limiter un petit peu la partie retour international? Parce qu'en soi, ça coûte déjà cher d'avoir une vente, mais en plus, un retour, c'est un peu double peine. Ça dépend beaucoup de la typologie des produits. Nous avons la chance d'être sur des types de produits où il y a assez peu de retours. On est de l'ordre de 1 à 2%, puisque ce sont des gens qui achètent des produits pour eux et des produits qu'ils connaissent généralement bien. Donc on va dire que ce n'est pas une problématique extrêmement forte pour nous. Ensuite, c'est une problématique qui est terrible pour certains secteurs d'activité, notamment dans l'habillement. Donc les e-commerçants dans le domaine de l'habillement ou de la chaussure avec qui je peux parler vont généralement avoir des stocks déportés par pays. Donc aujourd'hui, tu n'as pas de problème, par exemple, où tu n'as pas saisi cette opportunité pour faire la deuxième main. Imaginons sur ton site, tu as des produits qui arrivent plus ou moins endommagés. Est-ce que c'est des choses que tu proposes ou... De la revente d'occasion ? Oui. Alors, on ne le fait pas aujourd'hui, mais on va lancer normalement en janvier une marketplace. Donc de produits d'occasion, produits collector, fonds de stock de magasins, etc. Donc voilà, toute la seconde main, toute l'économie circulaire qu'on peut réaliser dans notre secteur d'activité, donc tout ce qui est produits, loisirs, passion. Avant de conclure, il nous reste 3 minutes, j'aimerais bien qu'on aborde un point qui est la gestion de douane. Parce quels seraient les conseils que vous pourriez donner justement à un néophyte qui se lance dans l'e-commerce et comment aborder ce sujet-là? Julien qui se défile. Non, mais effectivement, voilà, comme tu disais, plutôt sur l'Europe et la partie DHL Express va être effectivement sur la partie Europe et Grand Export. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment toujours de connaître ses marchés. Donc, si je vais sur tel pays, déjà, je me renseigne. Est-ce qu'il y a des particularités en fonction des produits que j'envoie? Donc voilà, se renseigner déjà, c'est voilà, moi, chez Scode, est-ce que je dois avoir des documents phytosanitaires, par exemple? Voilà, quels documents je dois joindre? Après, au niveau vraiment du transport pur, nous, on va vraiment demander, et conseiller à ce que la facture soit le plus détaillée possible. Donc, c'est une transparence complète en fait sur ce qui est indiqué, avec une conformité. Le prix que j'ai sur ma facture doit être le même prix que celui que j'affiche sur mon site web. Ça, c'est extrêmement important, cette transparence sur la facture. Et Nicolas, quand tu as des sujets de douane, est-ce que tu fais payer directement sur le site ou tu préfères que ce soit limite à la remise au colis que la personne paye? Alors, on va systématiquement, dès que c'est une commande export, imprimer les documents de douane RN23 qui sont imposés sur le colis. Donc ça se fait automatiquement, c'est pas du tout un sujet pour nous. C'est vraiment un sujet IT, une fois que c'est réglé, ça roule. Ensuite, on vend à des clients qui sont des particuliers, donc avec des paniers moyens qui ne sont pas très élevés. Donc la plupart du temps, les douanes ne disent rien. Et quand un client doit payer des frais de douane, il les prend à sa charge. Et on lui explique que de toute façon, il n'a pas payé la TVA quand il a passé sa commande, donc il s'y retrouve. J'avais une dernière question. Si on veut vous poser des questions, sur quel réseau on peut vous contacter? Delphine, LinkedIn? LinkedIn, Instagram, Facebook. Ok, Nico? LinkedIn. Ok, Julien? Alors nous, on a une landing page. Vous pouvez me contacter sur dhl.fr. Rentrez vos coordonnées et je peux vous rappeler. Je recevrai directement votre contact. Bon, en tout cas, on vous remercie d'être présent avec nous sur cette session. À vous qui êtes aussi en ligne, on vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Bye.